Bonjour et merci d'être avec nous en direct sur France 3 Bourgogne et sur la page Facebook de France 3 pour ce rendez-vous spécial législative. Nous nous intéressons aujourd'hui à la Nièvre et à Lyon en partenariat avec Lyon Républicaine. Et nous ouvrons tout de suite le premier débat avec la deuxième circonscription de la Nièvre, le Morvan, le sud, l'est du département, avec encore, peut-être sur ces terres, le souvenir de François Mitterrand. 13 candidats se présentent et parmi eux nos invités. Christian Paul, bonjour. Bonjour. Député socialiste sortant de la circonscription. Annie Legrain, bonjour. Bonjour. Vous êtes la candidate des Républicains, oui, investie par votre parti. Harold Blanot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat du Front National dans cette circonscription. Patrice Perrault, bonjour. Bonjour. Vous portez les couleurs de la République en marche, le parti d'Emmanuel Macron. Fabienne Cardot, vous étiez porte-parole de François Fillon pour la société civile, mais vous n'avez pas eu l'investiture LR. Bonjour. Bonjour à tous. Et Marianne Guillemin, vous portez les couleurs de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour. Tous les électeurs ne vous connaissent pas encore forcément tous et toutes. Nous vous proposons donc de vous présenter, de nous dire aussi quelles sont vos motivations. Il va falloir être concis, vous disposez de 30 secondes chacun. Nous avons tiré au sort l'ordre de passage et c'est vous, Harold Blanot, qui commencez. Alors bonjour, je m'appelle Harold Blanot, j'ai 30 ans, je suis acheteur forestier et sylviculteur à Mourmorvan, berceau familial. Je suis papa d'une petite fille. Je suis diplômé d'un master en stratégie d'intelligence économique. Puis j'ai fait des études en économie et en marketing, tantôt à Dijon, même en Slovaquie. Et je suis engagé au Front National donc, depuis mes 18 ans, c'est-à-dire en 2005. Et je souhaite renouveler la politique nivernaise. Merci. Patrice Perrault. Je suis Patrice Perrault, 53 ans, marié, 6 enfants, responsable d'une entreprise de transport sanitaire dans la Nièvre. Et je suis en marche depuis 1 an. Merci. Fabienne Cardot. Bonjour à tous. Je suis élue adjointe à Corbigny et cadre dirigeant dans l'industrie lourde. Récemment engagée, mais très engagée dans la vie publique locale. Je reste fidèle à ma ligne, c'est-à-dire une femme de la société civile, de droite. Et j'ai demandé et obtenu l'investiture d'un mouvement reconnu par les Républicains, les indépendants de la droite et du centre, pour des acteurs économiques qui s'engagent pour la première fois pour la législative, pour le renouveau des territoires, notamment ruraux. Merci. Christian Paul. Bonjour. Bonjour. Christian Paul, je suis député de la Nièvre. De cette deuxième circonscription, on me décrit généralement comme un homme de terrain, honnête, fidèle à ses convictions, très engagé pour le développement de notre département, et aussi apporteur d'idées nouvelles. Et je fais équipe avec Stéphane Benelli, qui est conseiller municipal de Varennes-Vauzelles, qui est un homme engagé lui aussi dans le mouvement sportif, dans sa cité bien sûr, et dans la vie associative. Merci, Christian Paul. Annie Legrain. Annie Legrain, donc je suis nivernaise de souche, j'y suis née, j'y habite. J'ai travaillé pendant 34 ans en tant que collaboratrice conjointe en assurance. Je me suis engagée au sein du conseil municipal de Prémery pendant 3 mandats, dont 2 en tant qu'adjointe. Et j'ai toujours été investie dans diverses associations. Je pense que c'est pour ça que les Républicains m'ont donné cette investiture, car je connais bien les Nivernais et la Nièvre. Et je suis là pour porter le projet de la droite et du centre pour la Nièvre et pour la France. Merci. Marianne Guillemin. Bonjour, j'ai 46 ans, je suis céramiste, je suis aussi juriste de formation. Et surtout, ma personne importe peu, ce qui compte, c'est ce que j'ai en commun avec la majorité des Français qui en ont assez aujourd'hui de devoir subir les mêmes recettes, même liftées, même rajeunies, qu'on nous sert depuis des dizaines d'années, et qui veulent aujourd'hui un avenir en commun, qui tiennent compte des urgences sociales, des urgences écologiques et des urgences démocratiques. Et c'est pour ça que je défends le programme L'Avenir en commun. Merci à tous les 6. Merci pour votre concision, pour cette introduction. Rentrons maintenant dans le cœur du débat avec d'abord un chapitre très politique. On l'a voulu comme ça parce qu'il y a une situation nationale politique inédite qui justifie de vous demander finalement où vous vous situez dans ce nouvel échiquier qui s'est redessiné après les présidentielles. Majorité, opposition, soutien au gouvernement, refus des premières mesures annoncées. Je commence par vous, Christian Paul. Vous avez été, pour le grand public, le leader des frondeurs à l'Assemblée nationale, un des leaders des frondeurs. Ça, c'est les journalistes qui le disent. Hein, oui. Prenons pour nous là-dessus. Vous vous situez où dans cette campagne, comme certains socialistes avec le président de la République derrière lui, ou pas, ou dans une opposition?
Dans un esprit constructif, sans sectarisme, parce que la France est un pays meurtri par l'offensive terroriste qui continue, meurtri aussi par le chômage de masse qui n'a pas baissé. Donc dans un esprit constructif, mais évidemment sans chèque en blanc. Je crois qu'aujourd'hui, les Français ont besoin d'être défendus, ils ont besoin de sentinelles très vigilantes sur la justice sociale. On va parler dans les prochains mois, en France, et puis aussi dans le débat public, à l'Assemblée nationale, on va parler des retraites, on va parler des salaires, on va parler des ordonnances, ce qui est une façon de remettre à plat le Code du travail sans passer par le Parlement. Et ceux qui aujourd'hui sont candidats pour réformer le Code du travail sans ordonnance sont quand même dans une candidature de soumission. Donc je termine. Je crois qu'il est très important, encore une fois, d'être capable de comprendre ce qu'attend le pays. Vous voyez, si la première loi que propose le gouvernement est une loi de moralisation de la vie publique, après les affaires Cahuzac, Fillon, Ferrand aujourd'hui, je voterai cette loi. S'il s'agit de réformer dans la chaleur de l'été le Code du travail par ordonnance, c'est-à-dire sans le Parlement, évidemment, je marquerai un total désaccord. Et je donne la parole à Patrice Perrault. Oui, bien sûr. Là, nous serons en total désaccord. Je m'inscris complètement dans le projet présidentiel. Sur la moralisation de la vie publique, non, j'espère que non. Sur le Code du travail, bien sûr. Non, sur le Code du travail, je parle, puisqu'aujourd'hui, on a le constat de ces 40 dernières années qu'ils ont poussé dans des impasses. Aujourd'hui, je reste persuadé qu'en libérant le travail, demain, le chômage va naturellement se résoudre. Concernant la moralisation, il est d'évidence que ma venue en marche est une des principales motivations que j'en ai eues, du fait, effectivement, de toutes ces affaires successives qui ont créé un réel rejet dans l'esprit de la population, de la politique en général. Donc, bien évidemment que je soutiendrai l'action présidentielle dans sa globalité. Marianne Guilhem, opposition, comme Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, vous vous doutez que pour notre part, à la France insoumise, nous n'entendons pas soutenir la politique de M. Macron. Et nous avons pour objectif d'être majoritaires à l'Assemblée nationale. Il y a 7 millions de Français qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Nous sommes 500 000 insoumis aujourd'hui dans le pays. Nous progressons sans cesse. Les gens qui lisent ce programme sont convaincus. Je conseille à tous les téléspectateurs de le trouver. C'est 3 €, c'est pas très cher. Il est en ligne aussi. Évidemment, nous lutterons contre la destruction du Code du travail qui est organisée actuellement par le gouvernement Macron, mais qui a déjà commencé avec la loi El Khomri et avec le gouvernement précédent. Nous pensons, quant à nous, que peut-être le Code du travail est un petit peu épais, mais si on commence par enlever toutes les dérogations qui ont été obtenues par le MEDEF et ses prédécesseurs, il y aura effectivement un petit peu de clarification. Voilà. Fabienne Cardot. Nous sommes clairement dans une opposition constructive au président de la République et d'ailleurs Jean-Christophe Fromentin, le fondateur du mouvement des indépendants de la droite et du centre, en a parlé avec Emmanuel Macron. La France du président de la République telle que nous la voyons aujourd'hui, mais il faut qu'il précise son projet, est plutôt la France des grandes métropoles et des grandes entreprises du CAC 40 que je connais bien. Donc elle conduit la France vers une mondialisation et une certaine fierté française. Mais ce que nous craignons en tant que représentants de la droite et du centre, c'est qu'autour des valeurs de travail, de liberté, de responsabilité qui sont très importantes pour nous, une certaine France soit oubliée. Et c'est ma France. C'est la France de la seconde circonscription. Donc à l'Assemblée nationale, moi je voterai des amendements, j'aiderai à les présenter, je les voterai pour que les territoires ruraux, pour que les petites villes ne soient pas oubliées et pour que la solidarité nationale permette le développement de tous. On va bien sûr parler de la spécificité de votre circonscription. Forcément, c'est à Annie Legrand que je donne la parole. Oui. Alors, opposition constructive d'un côté, vous aussi. Opposition constructive, bien sûr, avec une grande problématique, la ruralité qui a été oubliée depuis de nombreuses années, autant par les gouvernements d'ailleurs de droite que de gauche. Et ce sera un de mes grands projets pour cette campagne. Comment vous réagissez à certains... Il y a un Premier ministre de droite aujourd'hui en France, oui. Qui a été membre du même parti que vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même que vous pourriez avoir une certaine proximité à certains moments, ou vous faites partie de la branche des Républicains qui, clairement, ne suivent pas ça. Mais écoutez, je me pose la question à savoir comment il peut défendre des projets pour lesquels il était contre auparavant.
Donc, nous suivrons notre programme de la droite et du centre. S'ils correspondent avec ceux d'une Premier ministre, pas de problème. S'ils ne correspondent pas, nous ne les suivrons pas. Un programme qui, je le rappelle, a largement évolué et est bien loin de celui qui a été porté par M. Fillon et qui est aussi aujourd'hui bien loin de celui qui a été porté pendant la campagne présidentielle de M. Hamon. Aujourd'hui, je pense qu'on a affaire à un gouvernement très ouvert et la ruralité y est largement représentée au travers... Oui, vous avez raison, on sent que vous avez tous très envie d'en parler. On donne d'abord la parole à Harold Blanno qui attend patiemment son tour et puis après on refera le tour. Alors, on a bien la preuve ici que le Front National, c'est la seule vraie opposition au gouvernement de M. Macron. Ça fait des années... Je peux comprendre que la France Insoumise l'était un petit peu quand même aussi, pardonnez-moi. Je vous coupe. C'est vrai que... Non, mais si le Front National veut rester dans l'opposition, c'est son affaire. Nous, on veut être Allez-y, majoritaire. pardon. Ça fait des années qu'on dénonce le système UMP-PS, UMPS, après c'était LRPS, maintenant nous avons LREM. C'est pareil, nous avons Bruno Le Maire qui part rejoindre la majorité présidentielle. Voilà, c'est n'importe quoi, ils sont tous mondialistes. Nous allons remettre les choses dans l'ordre, ce sera les patriotes contre les mondialistes. Parce que c'est ça le vrai problème. Au Front National, pour la réalité, on va parler du CETA, ce traité scélérat qui a été voté par les Républicains et la gauche contre le monde agricole. Voilà. Et ça, c'est la vraie ligne qui reste actuellement, c'est patriotes contre mondialistes. Nous serons les patriotes, on défendra les Français. Mais il faut l'export pour l'agriculture tout de même. Alors, comment répondez-vous? Alors justement, parlez-nous des sanctions russes, le blocus avec la Russie. Les gouvernements précédents ont bloqué, ont mis des sanctions sur le marché russe. On s'est privé de sanctions, donc la preuve, le Front National veut lever ces sanctions. Et donc ouvrir un marché international. Vous nous éloignez de la politique française sur laquelle on avait un petit... Nous ne sommes pas candidats au Parlement russe, nous sommes candidats au Parlement français. Il y avait un mot de Patrice Perron sur les programmes qui avaient évolué. C'est là-dessus que vous vouliez répondre, bien sûr. Voilà, là-dessus. Justement, je crois que la question qui est posée à chacune et chacun d'entre nous, candidats à l'Assemblée nationale, c'est comment nous voulons nous battre, évidemment, pour des questions qui intéressent tout le pays, mais en particulier cette autre France qui n'est pas... comme ça, naturellement gagnante dans la mondialisation, qui a des difficultés économiques et sociales profondes, et en particulier qui a les problèmes spécifiques de la ruralité. Et qui ont bien été générés par les 40 ans passés. J'ai écrit hier une lettre ouverte au président de la République sur la ruralité, sur l'avenir du monde rural. Et je nous invite à mener ensemble ce combat. Vous nous ouvrez le chapitre de votre circonscription, je pense qu'on l'a compris. Si, on y va, ça n'est pas un problème simplement local. Pourquoi? Parce que depuis les années 80, on a fait des politiques de la ville, avec parfois des réussites, parfois aussi des échecs. On n'a jamais fait avec suffisamment d'ambition et de vigueur, malgré ce que la Nièvre a souvent demandé, on n'a jamais fait avec suffisamment d'ambition et de vigueur une politique de la ruralité. Et quand on va parler des questions de santé... Pourquoi est-ce qu'on l'a fait parce que ça n'était pas... Pardonnez-moi, pourquoi est-ce qu'on l'a fait il faut la mettre dans l'agenda. Oui, mais il faut la mettre dans l'agenda. Il faut la mettre... Toujours demain. Vous parlez de ruralité, alors que Monsieur Paul, nous sommes une terre... Ça fait 20 ans que vous êtes député. C'est toujours demain. On fait ça dans l'ordre. Christian Paul a lancé la discussion effectivement sur la ruralité. Parlons du fond. Allez, on y va. S'il vous plaît. Parlons du fond. On y va, Marine Guillemin. Et évitons d'être désagréables. Sur la ruralité, effectivement. Sur la ruralité. Parce que Jean-Luc Mélenchon n'est pas franchement un rural non plus. Il n'a pas beaucoup parlé de ruralité dans la campagne. Il y a 577 candidats de la France Insoumise, c'est pour vous lancer, bien sûr, dont des candidats ruraux. Il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes 500 000 insoumis dans ce pays. Alors, pour le monde rural. Sur la question. Et votre circonscription, bien sûr. Absolument. Déjà petit quelque chose tout de même. Je crois savoir que le CETA a été signé par M. Hollande, donc du gouvernement précédent. Ensuite, je crois savoir aussi que Madame... La ratification française n'est pas terminée. Je crois savoir également que Madame Le Pen, qui est parlementaire européen, n'était pas vraiment présente à la commission du commerce international où elle siège. Le Front National a voté contre. Ensuite, sur la ruralité, vous avez fort justement évoqué la santé, Monsieur Paul. La circonscription dans laquelle je me présente est le premier désert médical de France. Voilà. Pour trouver un spécialiste ou même un médecin généraliste aujourd'hui... On a appelé ce chapitre « Le désert avance », je vous le dis pour... Absolument. Pour trouver un spécialiste ou même un médecin généraliste, c'est la croix et la bannière aujourd'hui. Il n'y en a plus. Enfin, quelques minutes de chez vous, Madame Guillemin. À Marigny-l'Église, vous voyez. C'est à 5 minutes de chez vous.
Je ne me présente pas pour ma personne. Je sais bien. Je me présente. Pour vous rassurer quand même. Je me présente. Parce que dans cette circonscription, je me présente pour les Nivernais, M. Paul. Je ne me présente pas pour ma personne. Elle n'a aucune importance, ma personne. Vous allez avoir trop de temps de parole. Je suis obligé de vous couper. Voilà. C'est pour ça que je me présente. C'est parce que ça devient insupportable qu'on puisse habiter dans un endroit en France et qu'on n'ait pas accès au premier principe qui est celui de la sécurité sanitaire. Mais la solution, c'est quoi concrètement? Parce que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que ça ne va pas. Donc la solution, c'est quoi? On oblige les médecins à s'installer, on les paye, c'est les communes qui les payent, vous faites quoi? Non, déjà, on commence par mettre fin au numerus clausus, qui restreint la possibilité d'augmenter le nombre de médecins dans notre pays. La deuxième chose, c'est qu'on rend la santé accessible au plus grand nombre, c'est-à-dire qu'on met fin au dépassement d'honoraires. La troisième chose, c'est que ce que nous proposons à la France Insoumise, c'est de rémunérer les étudiants en médecine, de façon qu'après leurs études, ils puissent rendre, à l'image des fonctionnaires, en fait, rendre à l'État. Ça leur donnera pas envie d'aller à la campagne? Est-ce que ça va leur donner plus envie d'aller s'installer à la campagne? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Non, c'est une question que je vous pose pour... Aujourd'hui, vous faites des études de médecine. C'est très difficile, les études de médecine. On ne peut pas travailler à côté. Donc déjà, le premier problème, c'est qu'il y a un certain nombre de Français qui souhaiteraient être médecins et qui ne peuvent pas le faire, tout simplement parce que leur famille n'a pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Nous proposons de leur offrir un salaire pendant leurs études. Et ensuite, exactement comme par exemple les enseignants, qui ont le choix entre 3 postes, je crois, puis un poste leur est attribué, ça nous permettra, avec les nouveaux médecins qui seront plus nombreux puisque nous supprimons le numerus clausus, ça nous permettra d'installer des médecins à la campagne. Voilà. Nous voulons, je finis juste sur une chose, nous voulons évidemment reconstruire le système hospitalier qui a été complètement laminé ces dernières années. C'est une catastrophe absolue. Le personnel hospitalier et soignant n'en peut plus. Il y a des suicides en masse là-bas. Il faut quand même le savoir. Les urgences sont totalement débordées. Donc, ce qu'on veut faire, c'est contrairement à ce que, par exemple, M. Macron veut faire, nous ne voulons pas supprimer 120 000 fonctionnaires. Nous voulons embaucher des fonctionnaires. Je vous coupe en avance, Annie Legrain. Nous parlons d'un numerus clausus, d'accord, mais un numerus clausus adapté au territoire. C'est-à-dire que c'est chez nous que nous avons besoin de médecins et non pas dans la région parisienne ou dans la région midi. Ça veut dire qu'il faut réussir à flécher les gens. Voilà, exactement. Et leur donner envie de venir à la campagne. Il faut rendre les campagnes attractives. Voilà, tout à fait. Ça veut dire maintenir les services publics. Oui. Parce que plus les services publics quittent les campagnes, moins elles sont attractives, non seulement pour les médecins et pour les professionnels, mais aussi pour les habitants. Et le problème des médecins, c'est aussi un problème démographique. Moins il y a de monde dans les campagnes, voilà, c'est une spirale infernale qui... On est d'accord qu'il y a une dimension budgétaire là-dedans aussi, c'est-à-dire que payer les étudiants, regarder le service public, ça veut dire aussi une dépense publique plus importante. C'est pour faire avancer. Monsieur Menet, la santé, ça n'est pas un luxe, c'est un droit. Aujourd'hui, il faut continuer l'implantation des maisons de santé. Nous avons dans la Nièvre un taux de maisons de santé qui est évidemment plus important que dans beaucoup de départements. Nous les avons créés, il faut continuer. Il faut probablement également de la médecine salariée dans ces maisons de santé. Parce que la liberté d'installation ne permet pas aujourd'hui de couvrir la campagne. Il faut de la télémédecine parce que ça doit être moderne. On a droit dans les maisons de santé rurales à des services qui doivent être au moins aussi performants qu'en ville. Et je partage l'idée, et j'en termine, Monsieur Perrault, qu'en parlant de 120 000 suppressions d'emplois dans les services publics, on met en grande difficulté par avance. Vous savez, 120 000, c'est plus que Nicolas Sarkozy et François Fillon en avaient supprimé entre 2007 et 2012. Et franchement, il faut mettre un frein à cette idée funeste qui est de supprimer massivement les services. Je dois vous couper. Une réponse de Perrault et puis vos projets aussi sur le... Je voudrais surtout revenir. C'est que depuis tout à l'heure, on est vraiment dans cette politique de constat. Hein. Moi, c'est ce qui m'a amené en marche. Hein, c'est de me dire, aujourd'hui, on a la possibilité de regarder un petit peu devant, de chercher les solutions et d'arrêter de regarder derrière. Là, vous faites le constat qui a été fait pendant la période de diagnostic qui s'est étalé du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Oui, non, mais je suis aussi navré qu'on a mis main parce que absolument. Des solutions, on en propose tous les jours. Par contre, aujourd'hui, la représentation politique dans sa globalité est incapable de s'inscrire dans l'anticipation. Et je pense qu'entre autres, les déserts médicaux, et en particulier la Nièvre et la deuxième circonscription, il y a 20 ans qu'on aurait dû l'anticiper, cette situation. Mais ça fait 15 ans que je crois qu'on peut parler d'autre chose que les déserts médicaux. Monsieur le député, si vous nous laissez aussi nous exprimer, j'aimerais dire bien sûr. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a de nombreux étudiants nivernais en médecine et qui envisagent leur retour sur le territoire. Grâce au conseil départemental.
Donc grâce bien en partie sûr, à on quelques partage le actions du constat. conseil On départemental. partage le constat qu'on perd des Mais habitants, surtout- qu'on perd des activités. Mais je crois qu'il faut qu'on voit aussi les ressorts Bon, écoutez, qui vont je nous vous ai pas coupé, permettre Madame Cardot, de faire laissez-moi développer, m'exprimer, sinon, je me tais et je vous laisse faire. Il termine. Vous terminez, je vous Hein en prie. Ça Parce serait que je dommage. voudrais aussi en revenir à une chose. Il y a un dispositif européen qui s'appelle la zone franche, que vous ne devez pas ignorer. Pourquoi notre deuxième circonscription ne s'inscrit pas dans ce dispositif? Nous sommes en zone de revitalisation rurale, vous l'ignorez. On va pas. éviter, on est en de zone faire un de- échange Parti Socialiste En Marche, s'il vous plaît. Hein, on n'est Voilà. pas en... Ah ben bien sûr, Non, mais je viens d'avoir un échange avec Et Madame parce que Cardot. Fabienne Cardot attend aussi pour... Et Madame Guillemot ne s'est pas gênée pour le faire également. Bien évidemment. Non, mais c'est juste pour que Christian Paul n'ait pas un temps de parole qui monte. Et je vous rappelle que l'esprit de la République En Marche aussi, c'est d'avoir un esprit ouvert et d'être un petit peu à l'écoute de chacun. Faites donc. Donc moi j'aimerais Fabienne Cardot. souligner aussi les ressorts qu'il y a dans notre territoire et qui vont permettre de Et j'en reviendrai aux proporter fonctionnaires après. un projet, Oui, vous n'avez pas répondu un sur les projet nouveau. fonctionnaires. Parce que bien sûr, on perd des habitants, on perd des activités. Mais en fait, la Nièvre est une terre exportatrice de produits de qualité. On exporte de la viande, on exporte des céréales, on exporte du bois, on exporte des produits finis de nos entreprises de niche et de précision. Donc, on a les ressorts pour faire rebondir notre territoire. Je crois qu'il faut qu'on améliore nos réseaux. Vous avez raison, il faut qu'on essaye d'améliorer le système de santé. Il faut surtout, c'est un mot qu'on n'a pas prononcé encore, il faut qu'on aide notre agriculture. L'agriculture Oui, est l'activité principale de notre territoire. C'est à partir du moment où les agriculteurs vont pouvoir à nouveau avoir un juste prix à leurs produits de qualité qui peuvent être exportés dans le monde entier, qu'on va pouvoir revivifier le territoire, aider nos commerçants, en effet, aider notre système de santé et également nos écoles, conserver Fabienne nos Cardot, écoles. Il nous reste 2 minutes 30 avant les conclusions. Annie Legrain et Harold Dano sont en retard vraiment sur le temps de parole. Annie Legrain, sur cette circonscription, des propositions que vous voulez faire passer maintenant quand on parle de ruralité? Ruralité, la Nièvre a un potentiel tout à fait inexploitable. On n'a pas parlé du tourisme. Non. Non plus. Nous avons 2 reporters de FR3 qui sont venus nous voir dans nos permanences et qui ont été éblouis par notre département. Le tourisme est vraiment inexploité, mais je crois que déjà, il faut que les Nivernais aiment leur département pour pouvoir, je dirais, le vendre. Hein, je pense que c'est... Il faut être fier de la Nièvre. Voilà. Il faut être fier de la Exactement. Nièvre. Alors, Voilà, les Nivernais exactement. sont fiers Harold de leur Dano, on a territoire. parlé agriculture, on a parlé santé. Alors voilà, sur le discours agricole, c'est clair qu'il faut absolument remettre la protection. Il faut refaire des filières courtes. Il faut se battre contre le CETA. Voilà, ça, c'est ce qu'un député Front National fera. Maintenant, dans la Nièvre, il y a d'autres choses que j'aimerais combattre et que personne n'évoque. Ce sont les éoliennes. Nous avons un gouvernement de M. Macron qui veut doubler le parc éolien de France. Je pense que mettre des éoliennes dans la Nièvre, c'est manquer cruellement de vision stratégique. Parce que pour le tourisme, ça va gêner le tourisme. Les touristes ne viendront pas dans la Nièvre trouver des éoliennes alors qu'ils viennent chercher du calme et de la verdure. Bon, Monsieur Blano, tout de suite, il n'y a pas de projet éolien sur cette zone nivernaise. Si, Ah, monsieur, si, allez-y. il y a des Il y a grands- des trois- Allez-y, Saint-Sulpice, Oui, oui. Je les soutiendrai pas. Saint-Germain-des-Bois. Je les soutiendrai pas pour une raison. En tout cas, votre mouvement, Je ne les votre soutiendrai mouvement pas. le fait et c'est Je le ne les principal. soutiendrai pas. Pour une bonne raison, c'est qu'on est un des départements les moins venteux de France. Oui, mais Oui, justement, il y a et des- Non, malgré ça, il y a de Oui. très grands projets éoliens. Comme quoi, c'est une aberration. Mais bien sûr, il y Comme a quoi, des c'est une projets aberration. éoliens. Mais il y a des projets éoliens portés par qui, Monsieur Blano? Ah, pas C'est investisseurs, porté par qui? mais soutenu par votre majorité. mais bien sûr Monsieur Macron s'est exprimé là-dessus Mais je crois que- sur France Inter. Il- Il veut doubler le parc éolien. Point barre. Il me semble quand même intéressant Et, de parler de l'éolien dans le renouvelable. Non, Mais bien sûr. pas d'éolien. Mais on Il y est a plutôt d'autres sur le énergies. solaire et la Pour la méthanisation transition sur énergétique, il y a l'éolien. le solaire qui existe. Et le solaire et Bien. l'hydraulique, Mais pas- pourquoi bref, pas Je l'hydraulique? suis Mieux obligé adapté au effectivement. territoire. Et de vous couper. enfin, On arrive à la fin de ce débat. Bah, écoutez, je suis vraiment 30 désolé, minutes, c'est très mais rapide. j'avais d'autres éléments à apporter. Mais, et on arrive à la Sur fin. les, beaucoup sur d'éléments. les 120 000 fonctionnaires à supprimer, peut-être. Sur les 120 000. Plus 70 000 dans la fonction publique territoriale Allez, et 10 je vous milliards arrête. d'économies. Nous Comme avons prévu, Macron. Puisque ça passe C'est par l'heure des la conclusions. modernisation. C'est l'heure des conclusions parce Par la que modernisation. pour les téléspectateurs, les gens de Lyon attendent dans l'ombre du plateau Bien sûr. pour prendre votre place juste après. Merci d'avoir débattu jusque-là. 30 secondes chacun de conclusion dans un ordre tiré au sort préalablement. On l'a fait juste avant cette émission. Merci de respecter la règle et la durée. Et on commence en conclusion par Harold Blano pour le Front National. Alors, si je suis élu, je serai le député qui déclarera vraiment la guerre au terrorisme. Seul le Front National a les mesures, l'expérience, les conclusions pour le faire. Voilà. Ensuite, pour la Nièvre, je veux absolument parler des agriculteurs. Ce sont les grands oubliés des derniers quinquennats. Il faut absolument défendre le monde agricole
français, le modèle d'exploitation familiale. Et enfin, pour la Nièvre, effectivement, si je suis élu, je demanderai un moratoire sur ces éoliennes. Merci. Harold Blanno. À suivre la conclusion d'Annie Legrain, investie par les Républicains. Eh bien, moi, je suis révoltée. Je suis révoltée de voir cette Nièvre qui se dépeuple, qui vieillit, qui perd ses emplois, qui perd ses jeunes. On ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien. Alors, essayons autre chose. Je vous propose d'être une députée à vos côtés. C'est auprès des Nivernais, après nos rencontres, nos divers échanges, que j'ai appris pourquoi je voulais m'engager pour eux et pour la Nièvre. Merci, Annie Legrain. Christian Paul. Je crois que si on veut servir la Nièvre, il ne faut pas la dénigrer. Il faut au contraire apporter des idées neuves. Faire du neuf, c'est apporter des idées neuves. On a parlé de la santé, on aurait pu parler des réseaux numériques, de la fibre optique, du plan Nièvre très haut débit qui va se déployer dans l'essentiel de la Nièvre rurale. Et donc c'est vrai, je souhaite être un député utile pour la République, pour la France bien sûr, et pour la Nièvre également. Parce que nous sommes à un moment de notre histoire où nous avons besoin de mieux défendre les Français. Parce qu'on voit bien les risques et les menaces. Et puis aussi d'apporter à ce pays meurtri un projet optimiste. Merci, Christian Paul. Fabienne Cardot. Alors l'ambition que j'ai avec vous, c'est de développer la Nièvre, de la mettre en mouvement. Le député ne peut pas tout, on le sait bien, mais il peut changer le cadre de notre terre et vous permettre de développer vos projets. Et puis la volonté que j'ai avec vous, c'est de faire de la politique autrement. Alors aujourd'hui, je me présente à la législative et je prends 2 engagements concrets devant vous que je tiendrai. Réunir en 3 réunions publiques chaque année la population qui le souhaite pour rendre compte et pour écouter. Et un 2e engagement, mettre en place une fondation à laquelle je verserai une partie de ma rétribution de député afin d'aider les jeunes agriculteurs à s'installer et la création de l'entreprise dans la Nièvre. Et je demanderai aux Nivernais fiers de leur territoire de contribuer à cette fondation. Merci Fabienne Cardot. Marianne Guilhem. Écoutez, je crois que la Nièvre n'est pas à vendre. Je crois aussi qu'avant de songer à exporter tous azimuts, il faudrait peut-être commencer par répondre aux besoins des Nivernais, des Français de façon générale. Vous parliez d'agriculture. Le programme de la France Insoumise pour l'agriculture, ça représente 300 000 nouveaux paysans qui peuvent s'installer, et y compris dans les zones rurales qui se désertifient. Ça représente également une énorme avancée pour la santé publique, puisque nous voulons une agriculture respectueuse de l'environnement, biologique si possible, sur l'ensemble du territoire. Ça représente des emplois et ça représente un renouveau également pour le département et pour l'ensemble des zones rurales de notre pays. Merci, Marianne Guillemin. Patrice Perrault. Oui, je veux être le député pour les Nivernaises et pour les Nivernais. Un député qui libère, qui protège, qui réconcilie, qui exploite les valeurs de notre département, et il y en a dans l'agriculture, dans l'exploitation forestière, dans le service, dans l'art, chez nos artisans. Je veux être ce député pour réconcilier également l'action de l'État et protéger les Nivernaises et les Nivernais. Merci Patrice Perrault. Merci à tous les 6 d'avoir accepté notre invitation pour ce débat qui va très vite. Je le sais bien, je le lis dans vos yeux. Et pendant que vous quittez ce plateau, merci à vous et bon retour. Je précise que 7 autres candidats se présentent sur cette 2e circonscription. Il s'agit de Jean de Rohan-Chabot pour l'UPR, Gilbert Champagne pour Europe Écologie Les Verts, Henri Massol, Patrick Van Hersek pour DLF, Monique Choquel pour le Parti communiste, Bernard Gagnepin pour 100% et Dominique Dupuis pour Lutte ouvrière. Et notre 2e plateau est en train de s'installer. Je vérifie que vous êtes tous à la bonne place. C'est formidable. Tout a bien marché. Merci à tous les 6 de nous avoir rejoints. Nous passons donc au 2e débat de cette matinée. Nous partons dans Lyon, au nord de Lyon, dans la 3e circonscription, Sens-Joigny. Circonscription particulière avec de l'urbain, du périurbain, du rural et une grande proximité géographique avec l'Île-de-France. Un débat en partenariat avec Lyon Républicaine, dont le rédacteur en chef, Stéphane Verjade, va me rejoindre pendant ce débat pour parler de la circonscription. C'est Marie-Louise Faure qui représentait cette circonscription à l'Assemblée depuis 2007 pour les Républicains. Elle a décidé de ne pas se représenter pour ces élections législatives. 15 candidats en lice et parmi eux, nos 6 invités. Bonjour Clarisse Quentin. Bonjour. Vous êtes pour cette élection la candidate des Républicains. Julien Audoul, bonjour. Bonjour. Vous portez les couleurs du Front National. Dominique Bourreau pour le PS, bonjour. Bonjour.
Michel Crouzet, pardon, vous êtes la candidate de La République En Marche. Bonjour. Bonjour. Isabelle Michaud, pour la France Insoumise. Bonjour. Et Delphine Grémy, vous vous présentez sans parti et sans investiture dans cette élection. Bonjour. Pour mieux vous connaître et vous comprendre, on l'a fait pour le débat précédent, nous vous proposons donc de vous présenter, de nous dire quelles sont vos motivations. Il va falloir être concis, vous avez 30 secondes chacun. Nous avons tiré au sort préalablement l'ordre de passage. Et c'est vous, Julien Audoul, qui commencez. Oui, bonjour et merci Monsieur Mellet de nous avoir invités pour ce débat. Nous sommes 6 aujourd'hui et je regrette que finalement les 9 autres candidats donc, à cette élection législative sur la 3e circonscription de l'Yonne ne soient pas présents. Pour moi, en tout cas, nous sommes tous à égalité donc devant le regard des Français et c'est dommage qu'ils ne puissent pas participer et s'exprimer. Sinon, sur ma présentation, finalement, elle importe peu puisque ce qui importe, c'est surtout les difficultés et les attentes de nos compatriotes. Mais en quelques mots, pour me présenter, donc j'ai 32 ans. Je suis un jeune Français engagé, amoureux de notre pays, de ses racines, de son histoire. Je suis aussi un jeune Français engagé auprès de Marine Le Pen pour remettre la France en ordre. Je suis aussi un élu de proximité qui ne supporte pas l'abandon de notre territoire et les difficultés de nos compatriotes. Et puis je suis aussi un jeune Français et un jeune citoyen qui ne supporte plus aussi l'accoutumance au terrorisme islamiste. On va en parler et je vous coupe parce que vous avez très largement dépassé les 30 secondes qui vous étaient imparties. Delphine Grémy. Bonjour. Je sillonne notre département depuis près de 20 ans en tant que chef d'entreprise et mandataire syndical bénévole. Conseillère municipale et départementale, j'ai toujours refusé le prêt-à-penser des grandes franchises politiques qui prétendent décider pour les Français sans les représenter. Je connais bien notre territoire, ses élus, ses institutions, les partenaires du monde interprofessionnel et les représentants de l'État. Je veux incarner une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques, sincères et exemplaires, qui seront propiés par les intérêts des citoyens et non par ceux d'un parti. Si je suis élu, j'appliquerai 3 grands principes, exemplarité, transparence et obligation de résultat. Merci. Isabelle Michaud. Alors, je suis de Joigny, j'ai 45 ans. Je représente la France Insoumise, donc je ne vais pas épiloguer sur mon vécu, sur ce que je fais. Je suis aide-soignante, j'ai 3 enfants. Ce n'est pas le plus important, je suis surtout là pour représenter les mécontents, ceux qui se sont mis de notre côté, les 500 000 personnes insoumises qui nous ont déjà rejoints, tous ceux qui veulent aussi nous rejoindre pour voir enfin à la députation quelqu'un qui ne fera pas partie des magouilles d'appareils, quelqu'un qui défendra enfin les intérêts des citoyens et des citoyennes, des jeunes comme des moins jeunes. Ça va faire du monde et je vais tout faire pour les convaincre. Merci. Dominique Bourreau. Bien, je suis issu de l'apprentissage et je suis rentré dans la vie active à 14 ans comme ouvrier du bâtiment, formateur d'apprentis, puis entrepreneur. En 2008, les habitants de Villeneuve-la-Guyard m'ont porté maire de la commune de 3500 habitants, la plus endettée du département de l'Yonne. Et nous avons dressé les finances de la commune sans augmentation des taux des taxes. Je suis également en responsabilité du développement économique au sein de la communauté de communes Yonne-Nord et nous travaillons en ce moment pour revitaliser les friches industrielles. J'ai le soutien du Parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts et du Parti radical de gauche pour cette élection. Merci. Clarisse Quentin. Donc, je suis une enfant de la circonscription, mère de 3 enfants et chef d'entreprise. Je suis élue depuis 2014 en charge de l'emploi et de la formation à la mairie de Sens et depuis 2015 conseiller départemental. Je suis également présidente de 2 associations d'insertion. J'ai à mon bilan des dispositifs innovants et efficaces en matière de lutte contre le chômage et d'insertion que je souhaite défendre au niveau national. C'est le sens de ma candidature, porter les bonnes pratiques et les réussites de notre territoire à l'Assemblée nationale. La prochaine Assemblée sera fortement renouvelée. Dans ce contexte, ma candidature, qui allie renouvellement et expérience, a toute sa place. Merci. Et Michel Crouzet. Bonjour, donc je suis la candidate de La République En Marche. Je suis chef d'entreprise, je suis adjointe dans ma commune à Évry, conseillère communautaire et vice-présidente au conseil départemental et j'ai en charge la commission agriculture et environnement. Mes priorités pour la circonscription sont axées sur son attractivité afin d'en améliorer le développement économique et le cadre de vie pour tous. Cela passe pour moi par le développement de tous les moyens de communication qui seront le très haut débit, tous les types de transport et l'accès des services au public pour qu'ils profitent à tous. Il est urgent de libérer les énergies tout en protégeant les citoyens et d'être garante donc, de la moralisation de la vie politique. Merci Michel Crouzet, merci à tous les 6 pour cette brève présentation. Pour tous ces débats, on a fait le même choix qui est d'abord de commencer par un chapitre politique parce qu'on est derrière une présidentielle qui a été un petit peu particulière. Et Julien Audoul, je voulais commencer par vous en rappelant que beaucoup de gens regardent cette circonscription en fonction des scores élevés du Front National, 41% au régional, 31% au premier tour de la présidentielle.
Ça vous place en position de favori de cette élection législative ? Je ne sais pas si ça me place en position de favori. En tout cas, ça m'oblige. Ça m'oblige à faire gagner les habitants du nord de Lyon qui rentreront avec moi à l'Assemblée nationale et qui seront réellement défendus. Le 7 mai dernier, on a assisté donc à la continuité puisque les Français ont porté Emmanuel Hollande donc à la présidence de la République. Ça n'a pas été le choix de la majorité des habitants du nord de Lyon qui ont porté Marine Le Pen donc largement donc en tête. Et Marine Le Pen, et le Front National est le premier parti de cette circonscription. Et moi, ce que je souhaite lors de cette élection, c'est d'apporter la clarification. Je suis le candidat de la vérité. Je suis le véritable candidat de l'opposition, la seule opposition crédible, sans compromission, à Emmanuel Macron. Vous avez prononcé le mot opposition, c'est ce qui peut nous... Alors, Clarisse Quentin. Oui, je voulais dire en tête au premier tour. Le cumulé du deuxième tour est favorable à En Marche légèrement, mais favorable à En Marche. Puisque Mme c'est important Quentin de le est dire. la deuxième candidate, elle fait c'est important de le dire, le Front National n'est pas majoritaire dans la troisième circonscription. Et la deuxième candidate de M. Macron, puisque M. Macron a 2 représentantes avec la candidate officielle et la candidate officieuse qui a appelé à voter pour lui au second tour. Je n'ai pas voté pour lui. Si, tout à fait. J'ai appelé à voter contre Marine Le Pen, ce qui est totalement différent. Cet élément de langage est important pour moi. J'ai appelé à voter contre Marine Le Pen. Il faut l'assumer, Mme Quentin. J'assume que j'ai appelé à voter contre Marine Le Pen. J'ai même pas appelé à voter, j'ai expliqué mon propre vote. Vous avez trahi vos électeurs de droite. Vous avez trahi vos électeurs de droite. Les autres attendent patiemment, donc commencez pas tout de suite. Trahi personne. J'ai expliqué mon vote qui était un vote contre Marine Le Pen. Alors, pour Emmanuel Macron. Majorité, opposition, Dominique Bourreau. Vous êtes où là? Alors, moi, parce qu'au Parti Socialiste, entre Benoît Hamon et Bernard Cazeneuve... mais je me situe très clairement. Moi, j'œuvrerai pour la réussite de mon pays, bien évidemment, mais en étant vigilant et constructif. Et cette vigilance et cette construction me fera repousser la confiance qui sera présentée par le gouvernement d'Édouard Philippe. Voilà. Mais derrière, ça ne sera pas sans nuance. J'ai la capacité, et je souhaite, construire, travailler sur la justice sociale, sur l'éducation, la santé, l'environnement et son accès pour tous. Donc, pas de confiance a priori au gouvernement, une grande vigilance et également le besoin de construire pour le pays. Je poursuis après ce qu'avait dit Clarisse Quentin. Vous êtes 3 à appartenir à la même majorité au conseil départemental de Lyon. Je le dis pour l'ensemble des Bourguignons, la majorité de droite. Donc, il faut que vous nous disiez toutes les 3 par rapport à ce positionnement au conseil départemental. Une seule qui n'a pas traduit ses électeurs. J'ai été élu sur une étiquette LR-UDI à l'époque. Je suis toujours LR-UDI. Voilà. Alors, ce qui n'est pas le cas de... Et donc, on enchaîne sur Delphine Grémy. Je n'ai trahi non plus majorité opposition. Je n'ai jamais eu aucune étiquette politique sur le territoire. Ça, c'est une chose qui est sûre. En tout sur cas, ce qui est sûr aujourd'hui, sûrement pas sur mon affiche, non, si tu te trompes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis 30 ans, les partis se déchirent le pouvoir en France avec les résultats qu'on connaît. C'est une certitude. Et les Français sont toujours les victimes de ce système-là. Aujourd'hui, les élections ont clairement montré le rejet massif des Français des systèmes en place et des politiques politiciennes. Ma conviction profonde, c'est qu'il est grand temps d'en finir avec ce match caricatural majorité-opposition qui ne mène à rien. Il est grand temps de faire une vraie démocratie à l'Assemblée et de laisser la place à toutes les influences politiques qui représentent les Français. Si je suis élue, je ne serai pas dans l'opposition systématique stérile qui ne mène à rien. Mon intérêt et ma conviction, c'est de porter mes compétences et mon énergie au développement du territoire. Il y a la place pour ce genre de candidature. Michel Crouzet, d'abord. Tout à fait pareil. On enchaîne sur les... On va repartir. Je ne trahis non plus personne. De toute façon, au niveau du département, le département était sous l'UDI, il faut quand même le noter. Alors même si les LR aiment bien marquer LR-UDI, mais il y avait quand même une sensibilité sur l'UDI, puisque le président André Villiers était de l'UDI et de l'UDI. Donc là, il faut quand même replacer les choses. Pour ma part... Qui part sur la deuxième circonscription, LR-UDI. LR-UDI que vous allez avoir... Donc ça crée quand même une vraie confusion. Enfin... Peu importe, le mouvement En Marche... Être en marche, voilà, c'est ça, c'est de rassembler. Et comme le soulignait Delphine Grémy, voilà, c'est pas possible. On recommence sur des batailles, des clivages, droite, gauche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rassemblons les forces vives. Enfin, vous étiez la majorité LR-UDI jusqu'au 6 mai et depuis le 9 mai En Marche. Le mouvement En Marche est capable de rassembler les forces vives. On est capable de rassembler la droite, de rassembler la gauche. Mais par rapport pour le Front National, par contre, il y a un autre cap. Là, il y a un barrage qui doit être fait contre le Front National parce que vos positions ne sont tout à fait non louables. Et vous avez, voilà. Et bien, tant mieux parce qu'effectivement, c'est votre parti, ce n'est pas possible. La politique du territoire n'est pas une affaire de parti, c'est important de le dire. Non, on va donner la parole à Isabelle Michaud, qui attend patiemment. J'ai été ensuite quand même. Et je suis ravie que les téléspectateurs puissent comprendre, grâce à vos interventions, qu'effectivement, vous tous et vous toutes avez déjà siégé, soit par le biais de votre personne, soit par le biais de vos partis, que vous siégez encore.
au conseil départemental, dans diverses municipalités, et qu'effectivement, le résultat, en tout cas pour la 2e circonscription de Lyon, il est celui qu'il est. Alors, pour la 3e circonscription de Lyon, pardon. Ça veut bien dire que la réussite n'est pas là, ni pour vos partis, ni pour les uns, ni pour les autres. Quand on parle de regroupement, justement, c'est aussi la confirmation, on l'a vu avec Emmanuel Macron, il a réussi, effectivement, à mettre dans le même sac des gens, des hommes, des femmes, de tous bords, enfin de tous bords, du même bord qui mouille systématiquement aux mêmes magouilles. C'est quand même hallucinant, quoi. Je veux dire, entre le pro-Areva, l'européiste, ils sont plusieurs BA, entre les magouilles d'appareils, c'est quand même extraordinaire que tous, effectivement, se soient rejoints, se prennent la main et se disent, ensemble, on va bien pouvoir travailler. La seule opposition, ça va être les députés, les futurs députés de la France Insoumise, qui, eux, ont réussi à rassembler et à fédérer des gens qui ne voulaient plus voter, des gens qui disaient toujours on les a sur les marchés, on les a dans les réunions publiques, de toute façon c'est tous des pourris, maintenant j'irai plus voter. Vous pensez qu'il y aura autant de participation législative? Il y a toujours aux législatives de toute façon de tout temps une importante abstention. On espère réussir à faire venir les gens. Moins de temps de parole. Je voudrais dire que très clairement, j'ai appelé à voter Emmanuel Macron au 2e tour. Je ne voulais aucune ambiguïté, ce qui a été le cas de beaucoup, pour faire barrage au Front National, parce que je m'oppose très clairement au Front National. Monsieur Odoul le sait parfaitement, on a eu l'occasion de se confronter plusieurs fois. Et on va dire les choix au tiède de je ne sais pas, je ne dis pas pour qui je vote, mais je vote pas quand même, c'est quelque chose d'absolument pas clair. Donc mon choix était clair, Macron pour faire barrage au Front National. Et je m'engouffre pour ouvrir la 2e partie de cette émission. Je vous propose d'accueillir sur ce plateau Stéphane Verjade, le rédacteur en chef de Lyon Républicaine, qui est notre partenaire. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous. On voulait parler de votre circonscription, et Stéphane, qui travaille dans Lyon, la connaît particulièrement bien. On s'était dit qu'il y avait un concept à la mode pour parler de la 3e de Lyon, c'était la France périphérique. La France périphérique, de Christophe Guilluy. Tout à l'heure, on entendait Christian Paul qui parlait de l'autre France. Cette France un peu des campagnes, en lisière des métropoles, qui souffre parfois d'une fracture, d'un oubli, d'un abandon. On le voit avec le sort du FN notamment. Cette circo, vous le savez tous, elle est particulièrement complexe, elle est plurielle, et elle appelle sans doute des réponses et des solutions complexes. Entre un territoire qui est à la lisière de la région parisienne, qui n'est pas tout à fait bourguignon. Qu'est-ce qu'on fait de ce territoire? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour ce territoire pour en faire justement un vrai territoire attractif? Le mot a été prononcé tout à l'heure, avec des vrais leviers économiques et de développement, parce qu'il y a sans doute une chance. Il y a une chance démographique de grandir. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, si vous êtes député? Ce qui va être la quadrature du cercle, puisque ça va être en 11 minutes. Clarisse Quentin. Alors, dans le programme LR-UDI pour ces législatives, nous avons la mise en place d'une agence de développement rural. Ça veut dire qu'on s'engage, pour tout euro investi dans les villes, à investir 1 euro dans les campagnes. C'est extrêmement important. Le vote front, il ne faut pas se leurrer, c'est un oubli de la ruralité. Je fais le tour tous les jours des petits villages. C'est un oubli de la ruralité. Il faut lutter là-dessus. Il faut lutter contre ça. Et effectivement, je connais bien le territoire. C'est un territoire qui est encore assez industriel. Et là, sur le thème industriel, il faut absolument continuer à développer la formation professionnelle. Et je vais lutter, moi, pour décloisonner l'enseignement général et des filières pro, puisque sur le bassin sénonnais, on a de nombreuses offres d'emploi qui sont non pourvues par défaut de formation des demandeurs d'emploi. D'accord. Monsieur Odoul, vous êtes particulièrement implanté en zone rurale, justement. À Sens, très peu, finalement. Au premier tour, vous avez perdu. Oui, à Sens, nous avons un léger retard, mais je veux dire, on fait des scores extraordinaires dans toutes les petites communes. Et je tiens à dire que moi, mon programme, mon engagement, c'est de lutter contre la fracture territoriale. Fracture territoriale, quand vous parliez de France périphérique, moi je parle de France des oubliés, avec nos compatriotes qui ont totalement été sortis des écrans radars donc, par les gouvernements de droite et de gauche, avec donc une désertification, qu'elle soit médicale, qu'elle soit des services publics. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Je propose déjà, la première des priorités, c'est déjà de rétablir la sécurité. Et nous avons un territoire donc, qui souffre notamment de l'explosion des cambriolages. Il faut savoir qu'on est à 4 à 5 cambriolages par jour sur le nord de Lyon. Avec un taux de résolution qui a progressé cette dernière année. C'est énorme. Et tout ça, c'est lié, évidemment, donc, à la suppression d'un certain nombre de gendarmeries et à la baisse des effectifs donc, des forces de sécurité. Donc moi, je propose, dans une majorité patriote, donc le recrutement de 15 000 policiers et gendarmes et qu'ils soient affectés prioritairement donc, sur les zones rurales. 15 000 pas uniquement dans Lyon, rassurez-nous. Non, au niveau national. Non, mais en tout cas, les gendarmes seront affectés prioritairement sur les zones. Ce serait un sacré scoop. Donc il y a la sécurité. Il y a évidemment la désertification médicale. On est à moins d'un généraliste pour 1000 habitants sur le territoire. C'est énorme. Donc les conséquences, elles sont dramatiques. On le sait, c'est surmortalité infantile, c'est une baisse de l'espérance de vie. On est 90e dans Lyon sur 101 départements, c'est inadmissible. Et puis ensuite, sur
Oui, je coupe parce que vous allez prendre beaucoup d'avance. Allez, en amont. Sur l'égalité des droits et des chances, moi je propose donc la gratuité du permis de conduire pour les jeunes de moins de 25 ans, donc dans les territoires ruraux désertifiés, pour qu'ils puissent justement avoir accès à la formation et à l'emploi. Michel Crouzet. Pour développer pour distribuer de la richesse, il faut créer, pour redistribuer du pouvoir d'achat, il faut redonner de la richesse à notre département. Le développement économique va se passer par, pour moi, c'est le grand plan de l'amélioration de tous les réseaux de transport et de communication. Il faut absolument qu'on se développe au niveau du très haut débit. Au niveau des moyens de transport. Il faut que les compagnies de l'Internet, il faut qu'elles aient du haut débit. Il faut que les entreprises en aient dans les campagnes. Pour qu'une entreprise puisse s'installer, il lui faut du très haut débit. C'est la première chose qui nous est demandée. Même dans les campagnes, on en a besoin. Pour accéder aux services, les services au public, eh bien, il faut aussi du haut débit dans les petites campagnes parce qu'on va créer des maisons de services publics dans les C'était pas campagnes. Vraiment une priorité départementale, le haut débit. Ça l'est aujourd'hui quand même. Oui. Et je crois et à mon avis, ce qu'il faut faire, il va falloir appuyer cela au niveau national. Pourquoi parce que ça, ce sont des grandes propriétés. Pardon ? Pourquoi avez-vous pris tant de retard au département sur le haut débit ? Le département a pris du retard sur le haut débit. Alors ça, c'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas eu les politiques qui ont été faites au moment voulu. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que maintenant, quand il faut le mettre en place, ça nous coûte beaucoup d'argent. Et en même temps, il faut noter qu'au niveau des opérateurs téléphoniques, ça n'a pas été forcément très simple non plus. Le constat est terrible pour le département. Alors, continuez alors. Allez au bout. Isabelle Michaud le fera après. Mais si vous commencez, vous alors, justement, constat terrible pour le département. Vous parliez de haut débit. Je suppose qu'il y a d'autres. Voilà. Non, mais je voulais. Donc vous attaquez les 3 conseillères départementales, si je comprends bien de la majorité. Allez-y. Non. Je me permettrai pas. Qui n'ont pas toutes voté pour le président André Villiers. On ne va pas faire du collectif. Il sera là cet après-midi, André Villiers. Au niveau territorial, je pense qu'il y a un outil important qui se met en place. Jusqu'à aujourd'hui, la 3e circonscription, comme beaucoup, était une circonscription électorale, sans cohérence et sans cohésion. Mais aujourd'hui, il y a le pôle d'équilibre territorial rural qui se met en place sur justement le périmètre de cette circonscription, qui va lui permettre de trouver une véritable identité territoriale à travers la coopération des communautés de communes et de la communauté d'agglo. C'est quoi ? C'est un organisme qui fait marcher les collectivités ensemble ? C'est pas un organisme, c'est les communautés de communes et les communautés d'agglo qui se réunissent sur le territoire pour pouvoir créer un outil d'aménagement, de développement durable, pour pouvoir avoir accès aux leviers, et notamment aux leviers financiers via la région et l'Europe. Et on a abordé des problèmes, point par point, et justement, une partie de ces problèmes, avec cet outil, pourront être résolus. C'est un outil de première importance et je pense que le territoire va bientôt en prendre conscience. Avec une vision à 20 ans, disait Nicolas Sorel. Avec une vision à très long terme. On est d'accord que vous en parlez parce que c'est un socialiste qui le préside, je suppose. C'est bien d'en parler parce que M. Audoul a voté contre à la région, c'est quand même important. Tout à fait, je le revendique. Vous le revendiquez. C'est une usine à gaz. C'est intéressant. C'est une usine à gaz qui sert à porter le développement du territoire et vous votez contre. Et au-delà des clivages politiques, au-delà des communes, c'est les grandes régions. Vous avez voté contre les contrats de ruralité. Des clivages politiques. Vous avez voté contre les contrats de ruralité 2017-2020. C'est un outil politique, c'est un outil de construction. Ce n'est pas une affaire de parti, ce serait bien c'est un outil de construction. Je n'entends plus rien, j'en profite pour vous couper. Isabelle Michaud, merci, voilà, je suis restée quand même stoïque. J'admire le fait que vous preniez à cœur de parler de zone blanche, de cet outil. Vous allez même jusqu'à nous expliquer, à nous électeurs et candidats, que c'est un outil indispensable pour Lyon. On se rend compte quand même là qu'on est juste complètement déconnecté de la réalité. C'est ce qu'elle le dit. Complètement. Alors là, au sens propre comme au sens figuré quand même. Parce que, permettez-moi de vous rappeler que ce que les gens là sont en train de souffrir dans la 3e circonscription de Lyon et bien sûr aussi ailleurs, du manque d'emploi, du manque de médecins, de la précarité. On n'est pas en train de se demander si on réussit à avoir Internet chez soi, là. On est en train de se demander comment on fait pour emmener les enfants à l'école quand il n'y a pas de faculté, il n'y a rien. Comment on fait pour que nos enfants fassent des études ? On en est là. On est en train de se demander comment on fait pour aller accoucher quand on est enceinte et qu'on est en plein milieu de la campagne et que pour aller accoucher, il faut aller jusqu'à Sens ou jusqu'à Auxerre. On est en train de se poser ces questions-là qui sont existentielles. Les retraités se demandent comment ils font pour continuer de vivre avec un indice qui est gelé depuis 10 ans, avec justement vos gouvernants qui se sont succédés les uns après les autres et qui n'ont jamais de toute façon rien fait pour que ça évolue. Et là, vous nous parlez et du haut débit, c'est formidable. Moi, je suis contente d'avoir Internet chez moi. Enfin, allons. En plus,
On va essayer de recentrer un petit peu l'élection. Vous ne pouvez pas chercher un emploi sans Internet. Aujourd'hui, vous en rendez compte. Hein. Vous parlez du chômage, mais vous ne pouvez pas faire de démarche, ni vous inscrire à Pôle emploi d'ailleurs sans avoir Internet. Ça s'appelle la dématérialisation et ça s'appelle la casse du service public. Ça s'appelle la casse du service public. Je voudrais parler de l'emploi et de l'emploi des jeunes. Je pense qu'il faut développer l'alternance dans une circonscription de manière massive. Aujourd'hui, c'est porté uniquement par les TPE et les PME et les jeunes sont au chômage. Il faut aussi monter des partenariats avec la Seine-et-Marne pour créer des filières de formation. On a 80% des bacheliers qui s'en vont du département chaque année, c'est énorme. Donc aujourd'hui, il y a un focus à mettre sur l'emploi. La Seine-et-Marne serait intéressée par ce genre de choses. On a l'impression on peut désengorger des filières, créer des filières et monter des partenariats pour générer du flux. Ça gérera de la consommation, ça améliorera le commerce. Il faut aussi améliorer le logement, effectivement, de nos concitoyens. Il y a vraiment des sujets propres qui sont à traiter sur le territoire. L'avenir économique de la 3e circonscription passe par un rapprochement avec la région parisienne. Oui, nous sommes davantage Seine-et-Marnais que Bourguignon, c'est un fait. Hein, le découpage administratif n'est pas toujours cohérent. Aujourd'hui, nous devons nous tirer vers le haut, c'est important. Nous sommes atones et invisibles, il faut en finir avec cette situation. Elle passe par la formation professionnelle, effectivement, parce qu'un certain nombre d'entreprises ne trouvent plus la main-d'œuvre qu'ils cherchent sur le territoire. Ils embauchent hors département. Et ils vont finir par partir ailleurs. Donc il faut absolument travailler ce point-là. Allez-y. Un autre axe aussi, tout à l'heure je parlais de tous les moyens de communication et dont aussi la mobilité qui se fait aussi à travers les moyens de transport, parce qu'il y a beaucoup de salariés, on a interrogé dans les agences d'intérim, vous pouvez voir, on peut pas recruter, on peut pas envoyer des intérimaires dans des entreprises parce qu'ils ont plus, soit ils ont plus de permis, ou bien ils l'ont pas passé. Julien Doul a parlé de gratuité de permis tout à l'heure. On puisse favoriser déjà en fait les transports vers les entreprises et qu'on facilite aussi pour ces jeunes la possibilité de passer le permis. Mesures nationales pour vous, ça? C'est des mesures qui vont être nationales, qui sont sauf que l'avenir pour un jeune, c'est pas de se retrouver intérimaire. C'est vital, pas forcément intérimaire, mais pour retrouver un emploi. J'ai voulu recruter dans mon entreprise, j'ai pas pris quelqu'un parce qu'il n'avait pas le permis. Et parce qu'il est technicien, il doit aller se déplacer sur des chantiers. C'est pas possible. Donc, du coup, c'est quand même fondamental de pouvoir avoir un moyen de locomotion. On a sous le grand Sénonais un plan permis de conduire, effectivement, avec une... C'est important. Oui, avec une aide où on cumule les aides département, région, mission locale, ville. Et des aides communales, comme c'est le cas. Pour parler de mobilité, donc je parlais du permis de conduire. Donc c'est très important puisque les jeunes donc de notre territoire n'ont pas les mêmes droits et pas les mêmes chances, par exemple, que les Parisiens. Thérèse Quentin vient de nous dire que ça existait déjà dans le département. Il y a déjà des aides. Oui, en fait, c'est des aides dérisoires. Quand vous pouvez passer votre permis pour 250 €, c'est pas dérisoire par rapport au public. Vous avez contribué d'ailleurs à l'appauvrir. C'est pas la question. Et ça concerne tout le monde, pas que les... Sur les questions de mobilité, c'est très important, notamment on parlait de transport, d'arrêter cette course à la suppression des guichets de gare. Donc je me suis opposé notamment à la suppression des guichets à Villeneuve-la-Guyard, à Champigny, à Villeneuve-sur-Yonne, puisque notre territoire, pour nos élites parisiennes, n'est pas rentable. C'est-à-dire qu'on considère que ce soit pour le numérique, que ce soit pour les transports, que ce soit pour les médecins, qu'il faut le vider puisqu'il n'y a pas assez de population et que cette population est totalement méprisée. Voilà, donc il faut rétablir ça et c'est tout le sens de mon engagement. Sauf que rétablir l'ouverture des gares, c'est quand même c'est pas un député qui va décider, c'est le Conseil régional. On va partager le temps. Il faut quand même réussir à recentrer le travail d'un député. Après, ça sera un geste politique. Quelque chose de très important puisque nous avons régionale. Nous avons énormément de navetteurs sur le département et c'est vrai qu'il y a un effet de seuil considérable avec l'Île-de-France. Aujourd'hui, quelqu'un qui prend le train dans le département, un régulier, un navetteur, a un coût du billet qui est 3 fois supérieur à celui qu'il prend à partir des gares de Montereau. Donc, quelque part, c'est le rôle de l'État de faire le gendarme auprès des régions pour pouvoir absolument écrêter ce problème, et qui est un problème énorme sur notre circonscription. Il faut surtout arrêter de faire en sorte à ce que les gens soient obligés d'aller chercher du travail en région parisienne et prennent le train. Non, je vais d'autre chose. En matière de sécurité, moi je vais parler du secours à la personne et des pompiers. Il en manque 500 sur le territoire. Je voudrais créer un vrai statut pour les pompiers volontaires. C'est un autre sujet départemental, ça. Oui, mais c'est un sujet important de secours à la personne. En leur créant un vrai statut, en reconnaissant leur qualification dans les entreprises, ce n'est pas le cas aujourd'hui, en permettant la formation hors congé payé et en apportant un vrai service de proximité. Créer des maisons de santé, créer des maisons d'assistance maternelle, ce sont des sujets quotidiens pour nos salariés. Et je profite pour vous couper, pour vous dire qu'on arrive à la fin de ce débat et que c'est le moment des conclusions. 30 secondes chacun dans un ordre tiré au sort préalablement. Merci, on le dit à tout le monde, de respecter la règle, les 30 secondes. Et on commence. Vous aviez la parole et vous allez la garder par Delphine Grémy pour votre conclusion. Oui, merci. Eh bien, les citoyens iconés peuvent compter sur moi pour les représenter, loin de tout intérêt particulier ou partisan et loin de tout clientélisme.
Je serai une candidate indépendante à leur service. L'emploi, l'éducation, la sécurité, le handicap, la formation sont des sujets que je veux développer sur le territoire de manière importante. Je mettrai mon franc-parler, mon énergie et mes compétences à leur service. Avec la réserve parlementaire, je veux créer une bourse d'initiative pour tous les citoyens et développer des projets structurants, créateurs d'emplois et offrant un service de proximité. Merci Delphine Rémy. Et ensuite, c'est Clarisse Quentin. J'ai entendu le cri de détresse de la ruralité, de nos concitoyens qui ne se sentent pas entendus par les élus. Face à cela, on a un programme Macron qui prévoit la baisse du pouvoir d'achat en augmentant la CSG, ce n'est pas une solution, ou un parti qui instrumentalise le désarroi sans apporter de solution aux problèmes. Notre pays mérite mieux. Mon offre de service est de mettre à profit mon expérience et mes compétences pour travailler avec courage dès le 19 juin à la défense de mes premiers combats, l'égalité des territoires, la sécurité de tous et l'emploi. À l'Assemblée nationale, je bénéficierai de la force d'un groupe parlementaire. Pour autant, je garderai mon indépendance et mon franc-parler en ne votant pas forcément le doigt sous la couture, comme je le fais au département. Je n'ai pas voté les hausses d'impôts qui n'étaient pas nécessaires, et je n'ai pas voté les hausses d'impôts, et je n'ai pas voté la fermeture d'un collège de proximité. Et voilà. Merci Clarisse Quentin. Pas respecter la règle, c'est pas grave. Dominique Bourreau. Oui, je voudrais venir sur du très concret. Aujourd'hui, j'ai visité les 115 communes, j'ai rencontré les élus et les habitants. On a un constat, une sécheresse dans Lyon en ce moment. Il y a 30% des agriculteurs, une baisse de 30% sur les récoltes de céréales à venir. Il y a des mesures agro-environnementales qui sont mal écrites et qui ne permettent pas de protéger notre environnement. Il faut les réécrire. Et pour ça, il faut des parlementaires qui, avec le non-cumul des mandats, soient des parlementaires à temps plein, sans subir l'écriture des technocrates, mais en initiant cette écriture. C'est quelque chose de très important. Le travail du parlementaire, c'est le travail de l'écriture, l'adapter au terrain, c'est ce que je suis capable de faire, c'est ce que je porterai. Merci Dominique Bourreau. Julien Audoul. Alors moi, je n'ai pas de notes, je n'ai pas d'éléments de langage, moi c'est le cœur qui va parler. Donc moi, en 30 secondes, s'il vous plaît. Si je suis candidat, donc c'est pour être un réel député d'opposition, pour défendre mes compatriotes à l'Assemblée nationale. Je serai un député sans compromission et un député donc d'opposition ferme à la politique de M. Macron. Donc c'est-à-dire un député qui s'opposera à la dérégulation, à la destruction du code du travail, à l'immigration massive, à l'accoutumance au terrorisme islamiste et au communautarisme. Je serai aussi donc un député qui pourra rassembler largement tous ceux et toutes celles qui n'ont pas fait le choix d'Emmanuel Macron. Et je porterai aussi le renouvellement des pratiques. Et ma première décision, ma première proposition de loi sera la baisse des indemnités des députés de 20% et la transparence sur tous les frais dans le cadre du mandat. Merci Julien Audoul. Elisabeth Michaud. Merci, très vite. Être député de la France insoumise, aujourd'hui, c'est être pour la révocabilité des élus. Personne n'en a parlé, bien sûr, personne n'a envie de perdre sa place. Et les enveloppes qui vont avec. Être député de la France insoumise, c'est aussi se battre contre la loi travail. On parlait de sécurité. La sécurité, c'est la violence des pauvres, c'est la violence que les salariés subissent dans leurs entreprises, c'est la violence que les retraités subissent, c'est la violence que les adolescents subissent quand ils ne trouvent pas de travail ou qu'ils n'ont pas d'école, pas de stage. C'est cette violence-là dont on va parler avec la France insoumise au Parlement. Merci Isabelle Michaud. Michel Crouzet, il vous reste 34 secondes d'émission. Allez. Le président doit appliquer son programme. Il a su rassembler la majorité des Français. C'est incontestable. Il a été élu démocratiquement. C'est pourquoi je m'engage à défendre les intérêts des citoyens de la 3e circonscription de Lyon. Notre territoire a un très fort potentiel qui ne demande qu'à être développé. Je m'y engage. Il est enfin temps de faire de la politique autrement, pas pour un parti ou un syndicat, mais pour l'intérêt de tous. Votez pour La République En Marche. Votez pour moi, votre nouvelle députée. Merci beaucoup. Merci à tous les 6. C'est la fin de cette émission. Bonne journée.